Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui jeudi 14 mai pour la correction des exercices sur les tests d'hypothèse et intervalles de fluctuation. Alors, le premier exercice ne parlait que d'intervalles de fluctuation, sauf que cette fois-ci, on ne va plus utiliser K1, K2 avec la loi binomiale, on va utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique, qui est une très bonne approximation dans certaines conditions de l'intervalle de fluctuation selon la loi binomiale. Alors, dans le numéro 3, par exemple, je vais vous montrer comment programmer votre calculatrice pour faire un petit programme qui vous donne l'intervalle de fluctuation asymptotique. C'est plus pratique que de taper la formule intégrale chaque fois. Donc, on estime que 19% des Français de 18 ans et plus ne lisent aucun livre durant une année. Déterminer un intervalle de fluctuation asymptotique au niveau de confiance 0,95 de la proportion des personnes ne lisant aucun livre durant l'année sur 1800 salariés d'une entreprise. Donc, si on vous demande l'intervalle de fluctuation asymptotique, c'est que vous pouvez l'utiliser. Mais normalement, il faut vérifier qu'on a les conditions d'utilisation de l'intervalle asymptotique. Je vous rappelle, il faut que n, la taille de l'échantillon, soit plus grand que 30. Vérifiez. Il faut que np, donc n c'est 1800 ici, et p c'est la probabilité donnée, c'est 19%. np, il faut que ce soit plus grand que 5, ça marche. Et n1 moins p, 1458, il faut que ce soit plus grand que 5. Il faut bien écrire que vous vérifiez ces trois conditions. Quand les trois conditions sont vérifiées, ça a du sens de prendre l'intervalle asymptotique. Voilà. Donc la formule de l'intervalle asymptotique, elle est ici. Donc c'est une bête formule qu'il faut appliquer en remplaçant P par 0,19 et N par 1800. Ceci étant, vous pouvez sur la calculatrice faire un petit programme. Donc je vais vous montrer ça rapidement. Où vous allez mémoriser cette formule. Et puis, comme ça vous donnera l'intervalle asymptotique directement. Donc on va créer un nouveau petit programme qu'on appelle par exemple, alors moi personnellement je l'appelle Fluctua. Donc Fluctua, vous l'appelez un petit peu comme vous voulez. Fluctua, voilà. Parce que je ne peux pas mettre plus de lettres, voilà. Donc on va demander à l'utilisateur de saisir P. Donc pour ça je fais simplement prompt entrée-sortie. Donc prompt c'est ici saisir P, alpha P. Donc ça va être la probabilité. Ensuite, on va demander de saisir n. Voilà. Non, je me suis trompé. Alors, prompt, c'est le 2. Voilà, prompt n. Voilà. Ensuite, on va donc calculer une première borne que je vais stocker dans A. Alors, par exemple, je vais calculer P moins, alors là vous ne trompez surtout pas dans la formule, 1,96 racine carrée, on ne se trompe pas dans les parenthèses non plus, de P, donc ça c'est la parenthèse de la racine carrée, maintenant entre parenthèses 1 moins P, je ferme la parenthèse du 1 moins P, la parenthèse de la racine carrée, divisé par racine de n. Voilà. Et ce résultat, je l'enregistre, sto, par exemple, dans une variable A. Voilà. Ensuite, je fais pareil avec le signe plus. Alors c'est bête, j'ai pas de copier-coller. Mais l'avantage de la vidéo, c'est qu'il y a la pause. Donc, on tape la même formule avec plus et on l'enregistre dans une variable, par exemple B. Et maintenant, il n'y a plus qu'à afficher les contenus de ces deux variables. Vous aurez la borne inférieure, la borne supérieure. Donc pour afficher, vous faites display. Voilà, display c'est le 3. On va afficher d'abord la borne inférieure A. Et ensuite, on va afficher la borne supérieure B. Display B. Voilà. On laisse une ligne vide pour dire que c'est fini. On quitte. Et maintenant, il n'y a qu'à exécuter le programme Fluctua que vous avez. Alors, je sais, vous aurez dû avoir le mode examen dans la calculatrice, donc pas de programme, mais voilà, comme vous ne passerez pas l'écrit du bac, autant faire comme ça pour les exercices. Donc, vous tapez P, ici c'était 0,19.
Puis de toute façon, même, bon, c'est bon de savoir faire un petit programme comme ça, hein, ça peut simplifier plein de choses. Donc N 1800, et vous allez avoir, voilà, la borne inférieure. Alors, vous vous souvenez ce que je vous ai dit, hein, c'est pareil que l'intervalle de fluctuation de la binomiale. Hein. La borne inférieure, on va l'arrondir par défaut, c'est-à-dire je prends 17%, 0,17, et la borne supérieure, je l'arrondis par excès. 0,208, j'arrondis à 0,21, 21%. Comme ça, je suis sûr de prendre au moins 95% de la population hein, dans l'intervalle, et donc, si j'ai au moins 95%, j'ai au plus 5% de risque d'erreur à l'extérieur. Voilà. Voilà, donc je ne referai pas le détail pour les autres. Pour l'autre, c'est exactement pareil. Hein, donc, sauf que dans le numéro 4, on vous disait 71%. Donc, en 2011, pardon, la France comptait 38 millions d'internautes âgés de 11%, soit 71% de Français âgés de 11 ans et plus. Déterminer un intervalle de fluctuation, celui de 95%, sur un échantillon de 1000 Français. Alors, ça veut dire que sur 1000 Français, n égale 1000, avec une probabilité de 71% d'internautes, hein, d'avoir un internaute, je dois avoir entre 68 et 74% d'internautes de plus de 11 ans. Voilà. Bien, alors ça, c'est ce qui va faire que l'échantillon va être représentatif ou pas. Si vous voulez, quand on parle d'échantillon représentatif, c'est pas parce qu'en France, par exemple, il y a 71% d'internautes qu'on est obligé d'avoir 71% exactement dans l'échantillon qu'on va prélever. Heureusement, parce que sinon, ça serait compliqué de faire des échantillons représentatifs de la population française. On a une fourchette. On sait qu'avec 71% d'internautes en France, c'est normal dans un échantillon d'avoir entre 68 et 74%. Donc quand on prend un échantillon pour faire un sondage, par exemple, qu'on veut un échantillon représentatif des Français, on prend plusieurs critères. Alors d'abord le sexe, homme-femme bien sûr. Ensuite, par exemple, la catégorie socio-professionnelle, fumeur, non-fumeur. Il peut y avoir plein de critères suivant l'enquête que vous voulez faire. Hein. Et donc, vous vous arrangez pour que ce ne soit pas exactement les chiffres donnés sur le plan national, parce que ça serait compliqué, hein, mais que vous soyez dans la fourchette de l'intervalle de fluctuation, qui est quelque part un petit peu ce qui va nous donner la représentativité de votre échantillon. Voilà, alors le numéro 8, par contre, là, on était vraiment dans le test, hein, voilà, un test d'hypothèse, puisqu'on vous dit, un président de conseil régional dit que la décision de construire une autoroute est bonne, car il estime, hein, il pense que 75% des habitants de la région sont pour. Bon, alors là, on a clairement une hypothèse. Il estime, on ne sait pas d'où vient. Hein. Et on a à côté de ça, donc, un collectif de personnes qui, elle, n'estime que ce n'est pas le cas, hein, remet en question ces 75%, et fait un sondage sur 900 habitants choisis au hasard. Bien. Elle trouve que sur 900 habitants, il y en a 550 qui sont pour la construction de cette autoroute. Ça fait une fréquence de 61%, si vous calculez 550 sur 900. Ça ne fait pas les 75% annoncés par le président du département. Est-ce que ça veut dire pour autant que c'est faux? Si lui, il a fait son enquête sur tous les habitants du département, il a peut-être raison, et c'est peut-être normal que dans un petit échantillon de 900 personnes, on n'ait pas exactement 75%. On pourrait avoir aussi 60%, 50%, ou peut-être plus. Hein, voilà. Eh bien, pour cela, on veut remettre en question ce chiffre-là, mais on veut savoir si on est dans l'intervalle de fluctuation normal, sous-entendu au seuil de 95%, ou pas. Donc, on a le droit d'appliquer l'intervalle asymptotique, c'est ce qu'on vous demandait dans le premièrement. Hein, puisque n est plus grand que 30, on a 900 individus, np c'est plus grand que 5, et n1-p c'est plus grand que 5. On prend la calculatrice, petite formule, et on trouve que sur un échantillon de 900 personnes, si le président avait raison, ça serait normal d'avoir un pourcentage de personnes pour la construction de l'autoroute entre 72% et 78%. Ça veut dire que la règle de choix, ben, si la fréquence observée dans l'échantillon, elle est dans l'intervalle, on ne peut pas remettre en question le chiffre avancé par le président avec moins de 5% de risque d'erreur. C'est-à-dire que si on est à 72%, on ne peut pas remettre en question ces 75%,
Ou du moins, si on le fait, on a plus de 5% de risque de le faire à tort. En revanche, si la fréquence observée, et c'est le cas ici, elle n'est pas dans l'intervalle de fluctuation, on peut remettre en question, on peut dire vous nous prenez pour des imbéciles, c'est faux, il n'y a pas 75%. On a un risque de se tromper. Parce que même s'il a raison, on peut tomber sur 61% dans notre échantillon si on a mal pris notre échantillon, qu'il n'est pas représentatif, qu'on a, voilà. Donc ça serait possible. Mais le risque de tomber sur 61%, sachant qu'il aurait raison, il est de moins de 5%. Le risque d'erreur, il est de moins de 5%. Voilà. Ça veut dire que vraisemblablement, en remettant en cause ici, on peut rejeter l'hypothèse du président. On a un risque d'erreur qui est de moins de 5%. C'est-à-dire de rejeter l'hypothèse à tort. Voilà. C'est pas évident cette notion de test. C'est un concept qui est très important dans plein de domaines de sciences. Pour ceux qui vont être ingénieurs, pour ceux qui vont faire médecine, voilà. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre, mais c'est pas évident du tout. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ça. On se retrouvera pour une visioconférence très prochainement, cette fois-ci pour créer un sondage quand on n'a aucune donnée. Voilà. Bonne continuation pour le travail d'aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour terminer ce cours. Bon week-end.